c'est oser le vrai, le réel, savoir le montrer. Rire, c'est risquer de paraître idiot. Pleurer, c'est risquer de paraître sentimental. Aller vers quelqu'un, c'est risquer de s'engager. Exposer ses sentiments, c'est risquer d'exposer son moi profond. Présenter ses idées, ses rêves, c'est risquer de les perdre. Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer de désespérer. Essayer, c'est risquer d'échouer. Mais il faut prendre des risques, car le plus grand danger dans la vie est de ne rien risquer du tout. Celui qui ne risque rien, ne fait rien, n'a rien et n'est rien. Il peut éviter la souffrance et la tristesse, mais il n'apprend rien, ne ressent rien, ne peut ni changer, ni se développer, ne peut ni aimer, ni vivre. Enchaîné par sa certitude, il devient esclave, abandonne sa liberté. Seuls ceux qui risquent sont libres. Un discours de Félix Éboué, ancien compagnon de la Libération français, petit-fils d'esclaves en Guyane et résistant. Il s'y adresse à la jeunesse et l'encourage à ne pas céder devant l'adversité et à rester fidèle à ses idéaux. On pourrait illustrer son idée principale avec l'image de feuilles mortes qui sont dans le vent. Une feuille morte ne peut en effet que se laisser porter par le vent, par les idées à la mode. La jeunesse non plus, si elle est contre les idées du moment, ne doit pas être dans le vent, mais à contre-courant. Ne te laisse pas embrigader. Ne souffre pas que l'on t'enseigne, comme suprême idéal, le fait de marcher au pas. En colonne parfaite. L'abbé Pierre dit « La responsabilité de chacun implique 2 actes, vouloir savoir et oser dire. » Élie de Saint-Marc. Que dire à un jeune de 20 ans? Quand on a connu tout et le contraire de tout, quand on a beaucoup vécu et qu'on est au soir de sa vie, on est tenté de ne rien lui dire. Enfin, je lui dirais que de toutes les vertus, la plus importante, parce qu'elle est la motrice de toutes les autres, et qu'elle est nécessaire à l'exercice des autres, de toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage, les courages, et surtout celui dont on ne parle pas, et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, ces courages, c'est peut-être cela, l'honneur de vivre. Pas communiste. Quand ils ont jeté en prison les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher des catholiques, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Alors, ceci est une introduction à l'historique de la rose blanche en Allemagne, car il s'est trouvé en Allemagne des gens pour se dresser contre le nazisme. Le 22 février 1943, 3 étudiants allemands d'une vingtaine d'années sont guillotinés dans la prison de Stadelheim, près de Munich. Leur crime est d'avoir dénoncé le nazisme dans le cadre d'un mouvement clandestin, la Rose Blanche, die Weiße Rose en allemand.
Comment, de juin 1942 à février 1943, une poignée de jeunes étudiants chrétiens ont-ils pu défendre les valeurs démocratiques au prix de leur vie? Comment ont-ils pu diffuser 6 tracts incendiaires tout en écrivant le soir des slogans pacifistes et anti-nazis sur les murs de Munich? Malgré son caractère confidentiel, la Rose Blanche bénéficie d'une notoriété nationale et même mondiale. Le 27 juin 1943, parlant de la naissance d'une foi nouvelle, celle de l'honneur et de la liberté, l'écrivain allemand en exil Thomas Mann lui rend hommage sur les ondes de la BBC, tandis que durant l'été 1943, l'aviation anglaise jette sur le pays 1 million d'exemplaires du dernier tract rédigé par le professeur Hubert. La Rose Blanche a vécu à peine 1 an, mais la mémoire d'une lutte héroïque contre la résignation et pour la défense de la liberté d'opinion à laquelle, lorsqu'elle est menacée, la Rose Blanche ne s'éteindra jamais. Nous voulons reprendre possession de ce qui est à nous. Notre pays, prétexte pour nous tromper si honteusement, nous appartient. Nous avons grandi dans un état où toute expression de ses opinions personnelles était impossible. On a essayé, dans ces années si importantes pour notre formation, de nous ôter toute personnalité, de nous troubler, de nous empoisonner. Dans un brouillard de phrases vides, on voulait étouffer en nous la pensée individuelle et on appelait cette méthode « formation pour une conception saine du monde ». Ce serait à nous, travailleurs intellectuels, de régler son compte à cette nouvelle clique de seigneurs. Le combat de chacun d'entre nous a pour enjeu notre liberté et notre honneur de citoyen conscient de sa responsabilité sociale. Liberté et honneur. Un texte de Jean-Pierre Delaume-Maillard, porte-parole de la Manif pour tous. Moi, électeur de François Hollande. Monsieur le Président de la République, le 19 juin 2013, Nicolas, 23 ans, un opposant au mariage pour personnes de même sexe, a été condamné à 2 mois de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel des Paris. Nicolas n'est pas un voyou. Le 16 juin dernier, tandis que vous participiez à l'émission Capitale sur M6, Nicolas a manifesté devant les locaux de la chaîne de télévision à Neuilly-sur-Seine. Il a ensuite décidé d'aller sur les Champs-Élysées avec des amis, vêtu d'un sweatshirt arborant le logo de la Manif pour tous. Nicolas a été interpellé. Certes, il a refusé de se livrer à un prélèvement de ses empreintes ou à un prélèvement ADN. Lors d'une audience en comparution immédiate, il a donc été condamné pour rébellion et refus de prélèvement à 4 mois de prison, dont 2 fermes, avec mandat de dépôt et 1 000 € d'amende. Mais, Monsieur le Président de la République, il y a pire crime. Ne croyez-vous pas surtout au pays des droits de l'homme? Monsieur le Président de la République, en tant qu'un des porte-paroles de la Manif pour tous, vous avez bien voulu me recevoir le 25 janvier 2013. Face à face, droit dans les yeux et dans le cœur, vous avez affirmé que vous n'étiez absolument pas favorable à la GPA et que vous vous prononceriez même négativement. Et je crois même avoir compris que vous vous interrogiez fortement en ce qui concerne la GPA, la PMA. Moi, électeur de François Hollande, j'ai voté pour plus de justice. Moi, électeur de François Hollande, j'ai voté pour plus de démocratie. Moi, électeur de François Hollande, j'ai voté pour plus d'écoute. Moi, électeur de François Hollande, j'ai voté pour plus de compréhension. Moi, électeur de François Hollande, je n'ai pas voté pour que des jeunes qui font valoir leurs idées de façon pacifique se retrouvent en prison. Moi, électeur de François Hollande, je n'ai pas voté pour que des jeunes aient leur vie gâchée pour une réaction inhérente à la fougue de leur âge. Monsieur le Président de la République, lors de notre rencontre, je vous ai avoué sous la forme d'une confidence que mon premier compagnon avait été l'un de vos plus proches. Il me parlait souvent de vous et de votre regard bienveillant et non sectaire sur les questions de société. Monsieur le Président de la République, je vous demande dans votre grande sollicitude de faire un geste envers Nicolas
pour que cela ne se termine pas par un drame dans la prison, où il va être incarcéré pour que sa vie ne soit pas à jamais gâchée. Aristote écrivait « Tandis que dans les tyrannies, l'amitié et la justice ne jouent qu'un faible rôle, dans les démocraties, au contraire, leur importance est extrême, car il y a beaucoup de choses communes là où les citoyens sont égaux. » Monsieur le Président de la République, merci de votre indulgence au nom de cette démocratie que nous vénérons tous. On n'est jamais aussi fatigué que l'on croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? Je ne vous parle pas des sombres lassitudes qu'on a lorsque le corps harassé d'habitude n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons, lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. C'est la preuve, monsieur, qu'on marche avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils. Et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance, et ma fatigue alors est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer, mais si j'acceptais là ce que vous me proposez, si j'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Lorsque le soir se fait sombre